Le soleil entamait sa lente descente derrière les structures métalliques de la ville, étirant de longues ombres mélancoliques sur le béton fatigué de la cour. Un jeune homme, le regard perdu vers l'horizon flamboyant, laissa échapper un soupir poétique avant de déclamer à voix haute que lorsqu'on est un oiseau, on ne se sent pas toujours très bien, cependant que le soleil se couche comme un chien, ou plutôt non, comme un chacal dans la lumière du sombre Kripiski. Son camarade, assis non loin de là sur un banc de pierre, leva les yeux au ciel en entendant cette tirade et lui fit remarquer avec une ironie mordante que c'était de la bonne bande, puis il lui demanda s'il connaissait au moins un seul mot du dictionnaire. Le poète d'un jour répliqua que tout allait bien, que c'était bon, et demanda aussitôt si son interlocuteur pouvait lui trouver une rime en hule. Son ami réfléchit une seconde et énuméra sur un ton monocorde les mots articule, gélule, pistule, globule et pédoncule. Le premier l'interrompit en affirmant que cela suffisait largement, qu'il choisissait le mot pédoncule, ce qui poussa l'autre à s'enquérir de la raison d'un tel besoin linguistique. L'explication tomba immédiatement, révélant qu'il s'agissait de participer au grand concours de poésie organisé par le célèbre Standard List Magazine, une opportunité unique pour laquelle il s'estimait particulièrement inspiré. Son compagnon salua l'initiative en soulignant qu'il était bon de se tenir au courant de l'actualité de sa profession, surtout que le premier prix de ce concours consistait en un voyage de rêve en autocar gratuit pour 2 personnes afin d'aller visiter le magnifique Standard à Bruxelles. Devant l'ampleur de la récompense, le second admit que le magazine ne se moquait pas du monde et demanda à lire la prose pour voir ce que cela donnait, mais le poète refusa poliment en expliquant que les poésiens n'aimaient pas trop montrer leurs œuvres en cours de création. Soudain, l'attention se déplaça vers un autre projet d'envergure, qualifié d'occasion du siècle, dont le plan avait été obtenu grâce à Pasquier, le patient polytraumatisé de la chambre 112. Ce dernier cherchait absolument à louer un appartement à un médecin, ce qui posait un léger problème puisque l'intéressé n'exerçait pas du tout cette profession. C'était précisément pour cette raison qu'il sollicitait l'aide de son entourage afin d'obtenir de fausses fiches de paye, ayant fait croire au propriétaire qu'il gagnait plus de 30 000 balles par mois. Face à cette révélation, son interlocuteur s'étonna de la somme et se vit immédiatement demander un prêt de 20 000 francs. Devant le refus implicite, le demandeur clarifia qu'il avait simplement besoin de ces fameux documents administratifs falsifiés, ce qui lui fut accordé dans la foulée. La conversation glissa ensuite sur le thème du déménagement imminent, mais la réaction fut vive et négative, le compagnon expliquant avec insistance qu'un tel service coûterait beaucoup trop cher. Il développa sa théorie selon laquelle demander un coup de main à des amis était bien plus onéreux que de faire appel à des professionnels, détaillant les coûts astronomiques d'une location de fourgonnette à 16 000 balles à cause de l'incompatibilité d'un simple scooter avec des armoires normandes, sans oublier l'essence à 16 000 balles, le petit déjeuner à 16 000 balles, les taxis pour le retour à 16 000 balles, et enfin les frais de kinésithérapie pour le dos blessé. Le calcul était vite fait. Pour couronner le tout, la date coïncidait malencontreusement avec l'anniversaire de sa mère, ou plutôt de la mère de son frère. Bien que la date exacte du déménagement n'eût pas encore été fixée, l'ami esquiva habilement en affirmant qu'il fêtait cet anniversaire de manière improvisée et surprise à n'importe quel moment de l'année, avant de suggérer d'utiliser le nouveau salaire fictif pour s'offrir les services de vrais déménageurs professionnels. Peu après, dans les couloirs de l'établissement, les fiches de paye modifiées furent présentées à M. Pasquier qui se montra particulièrement impressionné par les revenus affichés, estimant que le dossier était excellent et que l'affaire marchait à merveille. Il se réjouit de voir enfin un médecin s'installer au numéro 33 de la rue Michelet, un immeuble que les habitués appelaient simplement le 33. Saisissant l'occasion, le propriétaire ne put s'empêcher de faire un trait d'esprit en demandant au faux docteur de dire 33, trouvant la coïncidence incroyable et hilarante, tandis que le prétendu médecin feignait l'incompréhension face à cette plaisanterie médicale éculée. Pendant ce temps, dans la salle commune, l'ambiance était électrique au milieu d'un groupe d'enfants turbulents. Une voix s'éleva pour ordonner aux petits de s'arrêter immédiatement sous peine de voir remettre la cassette de Dorothée. À bout de nerfs, la personne confia son amour pour les enfants tout en exprimant son impatience de voir arriver Rigolu, le célèbre clown d'hôpital. Cette annonce suscita la jalousie immédiate d'un brancardier qui s'indigna de ne pas avoir été sollicité pour ce rôle, revendiquant une véritable nature comique capable de faire rire les gamins jusqu'aux larmes en moins d'une demi-heure. Ses collègues tempérèrent son enthousiasme en soulignant que le terme larmes était précisément ce qui posait problème avec ses plaisanteries. Lorsque Rigolu fit son entrée sous les acclamations,
arborant fièrement son nez rouge à la manière d'une star de la chanson, le brancardier dépité le qualifia de moisi et d'ancien temps, affirmant qu'il était extrêmement facile de faire rire un enfant et qu'il pouvait y parvenir sans aucun accessoire ridicule ni chaussures de taille 54. Piqué au vif par les provocations de Clara, le brancardier décida de se rendre auprès des enfants pour prouver sa supériorité comique. Quelques minutes plus tard, l'équipe restée en retrait n'entendit aucun éclat de rire, mais plutôt des bruits s'apparentant à des sanglots étouffés. Le brancardier revint dépité, un peu de yaourt sur le visage, fustigeant la bêtise du monde et l'incapacité des enfants à comprendre l'humour de ces histoires d'adultes. Il tenta de se justifier en expliquant que les jeunes d'aujourd'hui préféraient le basket, la musique, le roller ou les cultures urbaines plutôt que les t-shirts de Zavata, et qu'il était nécessaire de se renouveler. Il tenta d'exposer sa vision artistique à Rigolu, mais le clown, vexé, le renvoya rudement à ses brancards en usant de stéréotypes grossiers sur ses origines et en l'invitant à retourner à ses plats traditionnels et à ses vols de mobylettes. Blessé dans son orgueil, le brancardier se réfugia dans la composition de sa poésie, écrivant que le chat prit son envoluet et atterrit près du Beauluet, mais que là-haut, joie suprême, il revit sa sirène. Son ami lui fit remarquer qu'il versifiait à présent, ce à quoi le poète répondit qu'il s'agissait de ponésie, une œuvre complexe parlant de chats et de sirènes. En entendant la structure, l'ami nota une ressemblance frappante avec les paroles d'une célèbre chanson de Claude François sur les sirènes du port d'Alexandrie et les papillons de la jeunesse. Le poète s'empressa de noter ces vers inspirants, ignorant les reproches d'une collègue qui venait de lui interdire l'accès à la salle des enfants pour cause de traumatisme psychologique. Le brancardier tenta de se défendre en dénonçant le comportement profondément raciste du clown Rigolu, qu'il compara de manière outrancière aux sombres figures de l'histoire, déplorant que de nos jours les personnes intolérantes avancent masquées sous des déguisements colorés sans que personne ne les entende arriver. Parallèlement, l'affaire de l'appartement prit une tournure dramatique lorsque M. Pasquier découvrit que son coq adoré, nommé Augustin, avait été sauvagement assassiné. Il accusa immédiatement le faux médecin, prétendant lire la culpabilité et les empreintes de la volaille sur son visage et sur son bras égratigné. Malgré les dénégations maladroites du suspect qui prétexta une coupure de rasoir et les griffures d'un chat imaginaire nommé Rex, le propriétaire resta inflexible, ayant même trouvé une plume d'Augustin sur le chandail de l'accusé. Plus tard, attablé au réfectoire, le coupable présumé avoua à demi-mot son acte à son ami, justifiant son geste par les réveils insupportables à 4 heures du matin et assimilant la mort du coq aux lois de la nature et de la consommation de viande. Pour se détendre, il commanda un coq au vin, s'attirant les foudres du brancardier qui refusa de s'asseoir avec un meurtrier d'animaux. Cherchant à apaiser la situation avec M. Pasquier, le faux médecin proposa de remplacer la volaille disparue par des spécimens magnifiques en provenance de Guadeloupe, vantant les qualités athlétiques des coqs antillais. Cette proposition provoqua une nouvelle réaction hostile de Rigolu, qui intervint pour défendre la préférence nationale en matière de volaille, déclenchant une ultime dispute sur le racisme ordinaire qui régnait au sein de l'établissement. Finalement, la situation prit un tournant inattendu lorsque le faux docteur apprit qu'il était officiellement expulsé de son logement avant même d'avoir pu s'y installer. Son ami Jamel tenta de réitérer son discours sur les avantages des déménageurs professionnels, affirmant être indisponible jusqu'à la Coupe du Monde de 2006. C'est à ce moment qu'un agent officiel se présenta pour remettre une convocation judiciaire à M. Jamel Debbouze. Après quelques quiproquos sur l'identité de l'intéressé, l'agent annonça que le jeune homme avait remporté le concours de poésie, ce qui déclencha une joie immense, vite douchée par la révélation suivante. L'agent représentait les ayants droit de M. Claude François et venait notifier une plainte pour plagiat de l'œuvre de l'artiste. Paniqué à l'idée de passer au tribunal, le poète tenta désespérément de nier son identité, affirmant s'appeler M. Claude, tandis que son entourage confirmait sa véritable identité au milieu de la confusion générale.